Bonjour à tous, vous écoutez Québec-Lévis, regard en 24 minutes. Je m'appelle Louise Boisvert, quatrième épisode de notre balado d'analyse politique sur Québec et Lévis. Et vous allez voir que Lévis prend tout son sens aujourd'hui. Au menu cette semaine, Lévis, ses défis avec ses usines de traitement des eaux. Le maire Stephen Blaney présente son plan pour lever le moratoire sur la construction. Budget du Québec, le ministre des Finances va-t-il entendre le cri des villes qui réclament plus d'investissements dans les infrastructures? Et course à la direction de la CAQ, Bernard Drinville veut faire de la capitale nationale une vraie capitale. Avec moi pour en discuter, Alexandre Duval, animateur à Première Heure. Bonjour. Bonjour, Louise. Olivier Lemieux, journaliste spécialisé aux affaires municipales à Québec. Bonjour. Bonjour. Et cette semaine, on accueille Alexandre Bellemare, journaliste à Radio-Canada pour Lévis. Ça allait donc de soi cette semaine. Et donc, notre balado, sachez-le, il est enregistré toutes les 2 semaines. Et pour nous joindre, vous savez que nous avons une adresse courriel. Vous pouvez nous écrire à québeclévis@radio-canada.ca. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet aujourd'hui en parlant de Lévis parce que c'est un dossier qui roule depuis 3 semaines maintenant. Lévis a imposé un moratoire sur la construction à l'automne 2024, incapable de traiter les eaux usées supplémentaires. Ces usines de Saint-Nicolas et de Desjardins avaient atteint leur pleine capacité. 1 an et quelques mois plus tard, la Ville fait face à 4 poursuites judiciaires totalisant 31 millions de dollars de promoteurs immobiliers dont les projets ont été mis sur la glace. Radio-Canada a mis la main sur un document juridique préparé par la Ville de Lévis, toujours en 2024, qui démontre que le maire de l'époque, Gilles Laulier, et les directeurs de la Ville étaient au courant du problème dès 2021. Le nouveau maire, Stephen Blaney, a présenté cette semaine son plan pour redresser la situation. On parle de projets d'agrandissement des 2 usines et la levée graduelle du moratoire à partir de 2028-2029. Il a présenté donc devant les gens d'affaires son plan et devant l'ancien patron de la Ville, Gilles Laulier, qui a applaudi. Voici le résumé en 24 secondes. On a l'intention de reconduire le moratoire puisque nos stations ne sont pas encore en opération. C'est magnifique. C'est exactement le plan de match qu'on s'était donné. Ce qui est nouveau, c'est que j'ai répondu au plan de prévisibilité que je m'étais engagé à mettre en place. M. Blaney, là, quant à moi, là, c'est un excellent leader. M. Blaney a un regard très positif sur les choses, a des lunettes assez roses. Alors, d'un côté, vous avez le maire actuel qui essaie de prendre ses distances un peu avec l'administration précédente et de l'autre, un ancien maire qui se donne beaucoup de crédit dans le dossier. Messieurs, c'est un grand dossier que vous avez suivi de près dans les dernières semaines. Vous avez tous les deux, Alexandre et Olivier, écrit là-dessus. Il y a beaucoup à dire, mais on va commencer et on va se concentrer d'abord sur le plan qui a été présenté par M. Blaney, puisqu'il était attendu, ce plan, comme un premier geste fort de son administration. Alexandre Bellemare, d'abord, comment on résumerait le plan de M. Blaney? En 3 points. D'abord, reconduction du moratoire jusqu'en 2028, lui qui prenait fin en novembre 2026. Début des travaux de la mise à niveau et des agrandissements des stations des eaux usées de Desjardins et Saint-Nicolas et une levée partielle du moratoire à la mi-2027. Puis une ouverture à rencontrer les promoteurs, mais aussi à implanter peut-être des solutions temporaires de traitement des eaux usées selon les normes et aux frais des promoteurs. Oh, ça va faire beaucoup l'objet de discussion, évidemment. Monsieur Blaney qui s'est présenté devant les gens d'affaires, il y avait quelques promoteurs aussi dans la pièce cette semaine. Est-ce que c'est un test réussi pour lui qui avait promis une sortie de crise? Oui et non. Ça dépend de quelle façon on le regarde. Au niveau des oppositions, c'est un non parce que en campagne électorale, on s'était avancé loin là, dans le dossier de la levée du moratoire. Et les oppositions à l'Hôtel de Ville l'ont dit là, à la suite de la présentation, il n'y avait pas grand-chose de nouveau là, qu'on a présenté. Outre une levée partielle là, à la mi-2027, ces échéanciers-là qui ont été présentés, ils l'ont été faits en février 2025 lors des consultations publiques là, à ce sujet-là. Bon, on a appris qu'il y a un retard de 9 mois là, environ. Et on s'attendait déjà là, à reconduire le moratoire puisqu'on a besoin de plus de capacité, on l'a vu. Puis M. Bonnin l'a dit, puis on l'a entendu dans l'extrait, on voit la situation avec beaucoup de positivisme du côté de M. Blaney. On voit peut-être la vie en rose. Là. Et du côté des promoteurs, même si on ne présentait rien de nouveau, on a laissé l'impression aux gens d'affaires que les canaux de communication étaient ouverts plus que jamais. Donc, on a promis de les rencontrer pour trouver une voie de passage. Ouais. Je pense que ça les a satisfaits. Peut-être qu'il a réussi la première étape de ce plan qui commence là, pour M. Blaney, parce que la pression, elle était très, très forte, Olivier. Il devait arriver avec quelque chose. Il ne pouvait pas improviser dans ce dossier-là.
Aucun doute. Moi, ce que je sens, c'est qu'on donne la chance aux coureurs du côté de Lévis, là, dans la communauté d'affaires, entre autres. On a un nouveau maire qui arrive en place. Évidemment que les décisions passées, c'est pas les siennes. Alors, il fait du mieux qu'il peut, Stephen Blaney, avec une situation difficile. Il a tenté cette semaine de reprendre le contrôle du narratif. Mais franchement, ça va prendre des preuves, là. Et je suis assez d'accord pour dire que sa vision est optimiste pour la suite. Il promet des travaux qui vont commencer en 2027, se terminer en 2029. On veut, parallèlement à ça, recommencer à construire à Lévis. On dit on ne branchera pas les nouvelles unités avant que les usines soient Capable d'en prendre plus. de nouvelles capacités, Oui. c'est ça. Il y a beaucoup de si là-dedans, là. Oui. Alors, moi, ce que j'entends encore au ministère de l'Environnement, c'est que les permis d'autorisation ne sont pas encore demandés. On est à la case départ. Il faut le réaliser. Et c'est assez établi maintenant que la Ville de Lévis a mal planifié cette mise à niveau-là qui doit se faire à vitesse grand V désormais. Ça va être encore compliqué ce qui s'en vient, Louise. Oui, puis allez-y, Alexandre. Oui, puis on parle aussi que 2028, on ne veut pas reconduire le moratoire pour 2 ans, mais les travaux ne seront pas terminés, Non. là. Donc, on se retrouve dans quelle situation? Oui. Puis d'autant plus que le ministère de l'Environnement n'aime pas trop l'idée de reconduire et de reconduire un moratoire. Un moratoire, c'est supposé être temporaire. On arrive avec un plan pour rapidement remettre la situation à flot. Alexandre, est-ce que vous avez l'impression que c'est un test réussi pour M. Blaney, cette première sortie-là? En fait, moi, ce que je trouve que ça démontre, c'est l'approximation de la campagne électorale. C'est-à-dire qu'on a des candidats qui n'y connaissent à peu près rien, qui visent à prendre le pouvoir dans une municipalité, qui font des promesses basées sur ce qu'ils pensent qui va fonctionner. Et là, ils arrivent en fonction et bam, la réalité frappe de plein fouet. Ouais. Olivier l'a dit, la Ville a mal planifié probablement ces travaux-là pendant des années. M. Blaney hérite de ça. Et moi, il y a un aspect, je trouve, qui mérite d'être souligné, là, c'est la relation directeur général-maire dans Ouais. une ville. Il n'y a rien de tel dans aucune autre organisation. Là, un gouvernement, quand ça prend le pouvoir au provincial, quand on met en place le Conseil des ministres, si on n'est pas satisfait des sous-ministres, on les change de place puis on en met des meilleurs. Oui, OK? oui. Quand on arrive dans une municipalité, comme maire, ben, dans bien des cas, le directeur général, il est là depuis Mathusalem, c'est son poste, il a une permanence Oui. et il est à la tête de l'administration et il continue de l'être. Alors là, imaginez le conflit. M. Blaney qui arrive, qui dit, ben là, on va faire telle affaire avec le moratoire, on va faire ça. Puis là, le directeur général qui dit, non, ça ne pourra pas marcher comme ça, le M. Blaney, parce que telle affaire. Imaginez le je ne sais pas s'il y a eu un conflit. Je vais juste vous dire, imaginez le genre de conflit qui peut émerger quand vous avez le politique et l'administratif qui ne voient pas du tout les choses du même œil. Il y en a un qui entre en poste et qui est éphémère. Il y en a un autre qui était là avant et qui est là pour rester. Ça ne doit pas être évident à gérer comme relation. Et je fais une parenthèse pour dire qu'à Québec, on n'est pas du tout dans le même scénario. Le directeur général n'a pas de permanence et donc il peut changer au gré du maire Oui, qui est élu. effectivement. Ça Mais peut dans faire une beaucoup de villes au différence. Québec, Vous avez un raison. directeur général, c'est en poste pendant très longtemps et on sait que c'est une relation qui peut être conflictuelle. Olivier. Il faut aussi le rappeler que dans le cas qui nous occupe, Dominique Deslauriers, parce que c'est lui le directeur général, il a occupé, sous Gilles Lauillet, des responsabilités en urbanisme, en ingénierie. Alors, il était En développement durable aussi. donc très impliqué là, dans ce qui a pu se prendre comme décision sous Gilles Lauillet pour procéder ou pas aux travaux requis. Donc oui, moi j'imagine que la relation est peut-être pas évidente à ce stade-ci. Oui, parce que lui aussi veut probablement défendre son propre bilan. Et c'est la même chose pour l'ancien maire Gilles Lauillet, qui est un peu l'éléphant dans la pièce. Et c'était le cas lors du dîner de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis cette semaine. Gilles Lauillet qui avait acheté son billet, qui est venu écouter le plan présenté par Stephen Blaney pour la suite des choses. Alexandre Bellemare, vous étiez sur place. Est-ce que ça a fait réagir la foule un peu de voir l'ancien maire là? Plus ou moins, mais pour le maire parle encore de lui comme s'il était maire. Là, quand il a parlé aux médias, pour lui, c'était de la musique à ses oreilles, de la continuité. Puis on sentait que M. Blaney, quand on lui a posé la question si c'était aligné avec le plan de M. Laulier, il n'était pas capable de dire oui là, dans cette situation-là, malgré Il tout. essayait de démontrer qu'il y avait du nouveau là, Mhm. dans ce qu'il présentait, même si il n'y a pas grand-chose de nouveau, là, ultimement. Mais
Mais ça crée quand même son émoi parce que M. Laulier, on sent qu'il veut absolument avoir son mot à dire. J'ai envie de vous dire, Olivier, parce que vous réagissez, qu'est-ce qu'il faisait là, M. Laulier? Honnêtement, il faut juste rappeler ce qui s'est passé parce que, à mon sens, c'est surréaliste, là. Un maire à la retraite, OK, qui assiste à un discours important du maire en exercice, qui sort avant tous les élus devant les C'est médias. le premier à avoir réagi. Oui, c'est le premier qui a réagi. Et on sentait que Gilles Laulier voulait contrôler le message, comme à l'époque où il était maire. On sent qu'il défend avec beaucoup d'acharnement son legs comme maire de Lévis. Il n'est pas à sa place. Il n'est plus en poste. C'est la ville de Stephen Blaney. Mais à Québec, il y a bien des gens pour dire que M. Laulier cherche à préserver son étoile, Oui. à préserver sa réputation parce qu'il ne ferme pas la porte à un saut en politique provinciale. On sait qu'il y a des discussions entre Gilles Laulier et le Parti conservateur du Québec. Le chef Éric Duhem l'a dit. Oui, on se parle. Oui. On n'est pas à annoncer une candidature, mais donc, dans ce contexte-là, bien franchement, Louise, c'était malaisant. Mais Ben, imaginez-vous l'embarras, là. Si Régis Labaume se pointait à des conférences de presse sur le tramway de Québec, là. C'est pas imaginable, en fait, Alex. Mais donc, est-ce que M. Blaney aurait pas dû, puis même avant, là, se dissocier davantage de M. Laulier? On dirait qu'il y a de la difficulté à lui aussi fermer ce chapitre-là pour regarder en avant, Alexandre. Ben, c'est lui le premier magistrat. C'est lui, à partir de maintenant, qui est le chef d'orchestre. S'il veut se distancer de ce que l'administration précédente a fait, il peut le faire. C'est sûr que ça le mettrait peut-être en porte-à-faux avec son directeur général. Ça, c'est une autre histoire. S'il veut se distancer de l'héritage de Gilles Laulier puis dire qu'il hérite d'une situation dont il n'aurait pas voulu, il peut le faire. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi accepte-t-il ce genre de scénario? Pourquoi accepte-t-il de jouer dans ce film-là? Alexandre. Mais il faut aussi oublier que c'est difficile de prendre ses distances quand on a des poursuites de promoteurs immobiliers à plus de 31 millions de dollars contre la ville. Donc, est-ce que c'est un désaveu? Est-ce que c'est quelque chose d'aller dire devant la place publique? Moi, je me dissocie des décisions qui ont été prises par le passé. Comme s'il reconnaissait qu'il y avait de mauvaises décisions qui avaient été prises. Et donc, là, ça Effectivement. engage une certaine responsabilité de la ville dans le dossier, Olivier. Ça, c'est un très bon point. Et oui, ça fait partie de l'analyse, là, parce que si M. Blaney tire à boulet rouge sur le bilan de Gilles Laulier, ben, il se place en position délicate par rapport aux poursuites. Et je pense que les gens perdent un peu de vue ce que ça peut vouloir dire 31 millions en poursuite à Lévis. Oui. Sur un budget de 400 millions, là, 31 millions, c'est beaucoup. Oui. On a 2 milliards en budget à Québec. Alors, si on fait la règle de 3, c'est comme si à Québec, on était poursuivi pour 150 millions. Exact. C'est pas banal, là. Alors, c'est sûr que M. Blaney doit garder ça en tête. Oui, puis on verra comment il va gérer tout ça. On va passer à un autre sujet où on va encore parler de Lévis, vous allez voir, parce que on va parler du budget, le budget provincial du ministre des Finances, Éric Girard, qui sera déposé dans quelques jours et ce sera le dernier avant l'élection provinciale. Comme le veut la tradition, dans les dernières semaines, M. Girard a rencontré plusieurs groupes, des maires, des organismes qui déposent leur liste d'épicerie. Et la liste des demandes est longue et diversifiée. Là, si vous jetez un coup d'œil, vous allez voir, ça va dans tous les sens. Mais il y a un thème qui revient dans les villes et ce sont les infrastructures. On le sait que les besoins sont grands. 60 de toutes les infrastructures au Québec appartiennent aux villes et les coûts pour les entretenir explosent. Le gouvernement du Québec, lui, diminue sa part d'investissement dans le plan des investissements sur 10 ans, le fameux PQI. La part accordée aux villes est passée de 8 à 4 dans les dernières années. C'est une perte nette pour les villes de 5,6 milliards de dollars. Ajoutez à ça que les programmes ne sont pas adaptés pour des bâtiments déjà existants, donc à Lévis, qui veut agrandir ses usines de traitement des eaux. Normalement, c'est à Lévis de payer seul. Et à Québec, on a le projet du barrage Joseph Sanson, qui est évalué à 60 millions de dollars, qui ne peut pas être subventionné pour les mêmes raisons. Encore cette semaine, le maire de Québec mettait en garde le gouvernement ou ses adversaires qui ne voudront pas faire de la campagne électorale autour des infrastructures. C'est un risque de le faire, a dit Bruno Marchand. On l'écoute. Il n'y a pas un parti qui ne peut pas avoir dans sa plateforme un plan pour les infrastructures. C'est sûr qu'on va être à l'affût de ça. Puis s'il y a des plateformes qui sont présentées lors de l'élection qui est à venir et pour lesquelles on n'a pas de réponse aux infrastructures municipales, bien, on va le dénoncer. On va crier haut et fort que ça n'a pas de sens. S'il y a un parti présentement, les 5 principaux et des autres, qui pense qu'il ne peut pas parler d'infrastructures municipales dans sa plateforme électorale, bien, il va nous avoir sur son dos. Alors, on le sait que les villes mettent le paquet pour sensibiliser le gouvernement à cet enjeu-là, qui s'ajoute à l'itinérance, au logement, au changement climatique. Alexandre Duval, est-ce que les villes ont un véritable rapport de force en ce moment dans ce dossier-là? Je pense que oui, parce que la réalité est en train de nous rattraper, là. Ça date pas d'hier qu'on le sait que les finances des municipalités, ça ne marche pas. Ça repose essentiellement sur les taxes foncières,
On sait que c'est pas suffisant et ça met une pression énorme sur le développement. Pour avoir de l'argent, il faut développer. Si on développe, ça prend plus d'argent pour entretenir. C'est le serpent qui se mord la queue. Ça ne marche pas. Et là, si on ne commence pas à investir massivement dans ces infrastructures-là, il y a 2 problèmes qui nous pendent au bout du nez. Des infrastructures vieillissantes qui vont de plus en plus nécessiter des travaux d'urgence et qui vont peut-être à un moment donné mener à des accidents qui vont coûter encore plus cher. Et l'autre chose, c'est que si on n'a pas suffisamment d'argent pour régler ces problèmes-là, les finances des villes vont devenir de plus en plus précaires. On le sait que c'est déjà difficile à bien des endroits. Des finances de plus en plus précaires, ça veut dire quoi? Peut-être des cotes de crédit qui baissent, des coûts d'emprunt plus élevés. Oui. Et donc, ça coûte de plus en plus cher au final, continuer à boucler un budget année après année. Alors, à un moment donné, il va falloir prendre acte de ça. Il y a plusieurs politiciens eux-mêmes qui le reconnaissent que la situation n'est pas tenable, qu'il faut arrêter d'essayer de bâtir tout le temps du neuf, du neuf, du neuf. Il faut utiliser ce qu'on a déjà, il faut rénover. Monique Jérôme-Forget nous en a parlé à quelques reprises en ondes, puis s'il y en a bien une qui s'y connaît en la matière, c'est elle. Oui, qui avait levé le drapeau là, parmi les premières. Oui, puis là, on a l'Ordre des ingénieurs, l'Ordre des architectes, tout le monde dit à peu près la même chose. Là, il va falloir voir, est-ce que les politiciens provinciaux, malgré le fait que ce soit pas sexy de dépenser de l'argent pour rénover des canalisations, des usines de traitement des eaux usées, des affaires, bref, que le public ne voit pas, Oui. est-ce que les politiciens vont avoir le courage de se lancer là-dedans, en sachant que c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus électoralement payant? C'est quoi la solution sinon? Comment on fait pour dépolitiser de tels projets? Je ne sais pas. Olivier. Ben moi, on arrive au vif du sujet, là. Et là, on pose la question, est-ce que le gouvernement du Québec se place dans une position pour être à la hauteur de la situation? Et moi, ma réponse, c'est non. La dernière semaine a été assez éloquente. Qu'est-ce qu'on a entendu cette semaine? Bien, entre autres, 2 candidats à la chefferie de la CAQ parler de la nécessité d'atténuer l'impact à la pompe de la hausse des cours du pétrole. Et là, on parle de redistribuer des surplus de la taxe sur l'essence. Bon, Qui servent à financer ce genre de projet. ben, c'est là que je m'en vais, Louise. Ben, allez-y. Mais regardez, est-ce qu'on peut juste rappeler à quoi sert la taxe sur l'essence? Elle finance le FOR. C'est le Fonds des réseaux de transport terrestre. Ce fonds-là, il sert à réparer nos routes, à financer du transport collectif, mais surtout au réseau routier. Et ce fonds-là, il est déficitaire depuis 2017, une bonne décennie. Le gouvernement du Québec a redirigé dans le FOR 14 milliards depuis 2017. Alors ça vient du Fonds consolidé. Ça, c'est le pot général qui doit servir à appuyer les missions principales de l'État, santé, éducation. Donc, ce qu'on détourne dans le FOR, on ne l'a pas pour les principales missions. Ouais. Et ça fait des années que les spécialistes le disent, la taxe sur l'essence, elle ne suffit plus à financer le FOR et ça va aller en s'empirant parce qu'avec l'électrification, la taxe sur l'essence va baisser. Ouais. Alors, tout le monde sait ça. Personne n'en parle. On n'a pas les moyens de nos ambitions. Alors, écoutez, moi, dans l'entourage du maire Marchand, je sais que l'enthousiasme par rapport au prochain budget, il est modéré parce qu'on voit qu'on n'a pas pris les gestes pour mener les débats qu'on doit mener pour arriver à des résultats concrets. Oui. Quand vous dites, Alexandre, que c'est pas tellement sexy, que dans le fond, les gouvernements sont rendus au pied du mur, peut-être que ça prend des exemples justement pour marquer l'imaginaire. Puis on l'a vu dans le discours de M. Blaney cette semaine, Alexandre, où il disait clairement, si moi je dois payer pour mes infrastructures de traitement des eaux usées, j'en ai plus pour les plateaux sportifs, j'en ai plus pour les plateaux culturels. Ça, c'est une réalité là, du côté de Lévis. On va devoir chercher ailleurs. Oui, bien, beaucoup de partenariats publics-privés. Là, on parle d'un aréna 3 glaces, là, un amphithéâtre qu'on veut, mais si on revient aux stations des eaux usées, il n'y a pas un privé qui va vouloir mettre de l'argent là-dedans. Non, là. ça, c'est assez évident. Mais ce qu'il disait aussi dans son discours, c'est qu'à l'époque, c'était beaucoup subventionné, ces stations d'eau usées-là, quand on les a implantées, quand on a demandé aux municipalités de les construire. Et maintenant qu'elles sont vieillissantes puis qu'on a besoin d'investissements majeurs, bien, les aides, ils sont plus là, puis les normes se resserrent encore et encore. Là. Mm-hmm. Vous avez... Oui, allez-y, Olivier. Bien, juste un mot très rapide, et je ne veux pas casser du sucre sur le dos de Lévis, mais on doit rappeler la situation budgétaire à Lévis. La dette est à 630 millions. Là. Dans le dernier budget de Gilles Lauillet, on parlait d'une dette qui baisserait en 2028. Dans le premier budget Blaney, on parle de 2029. On repousse Déjà l'échéancier. 630 millions de dettes sur 430 millions de budget, c'est beaucoup.
La situation est difficile et moi, je n'ai pas encore vu la preuve que la Ville de Lévis a repris le contrôle de sa dette. Non, parce qu'on n'a même pas abordé cette question-là cette semaine, parce que c'est sûr que les investissements qu'on annonce ont un impact sur le cadre financier. On n'a pas eu un mot là-dessus, donc ça, on n'a pas pu rassurer les contribuables que la situation était bel et bien sous contrôle. Vous avez parlé de la CAQ, Olivier, il y a quelques instants. On va terminer ce tour d'horizon aujourd'hui sur la course à la CAQ qui soulève peut-être un peu moins les passions. Cette semaine, c'est la fin de la vente des cartes de membres en vue du vote qui va avoir lieu en avril pour trouver le remplaçant à François Legault. Les deux candidats sont sur le terrain en ce moment. Christine Fréchette, qui est un peu moins présente médiatiquement parlant dans la région de Québec depuis qu'elle a présenté sa vision du troisième lien. Alexandre Duval, est-ce que vous y voyez là peut-être un manque d'intérêt ou une décision de miser ses pions ailleurs? Ben, écoutez, je pense que Christine Fréchette donne pas l'impression qu'elle veut régionaliser ses appuis tant que ça, là. J'ai l'impression qu'elle veut un peu, en quelque sorte, manger à tous les râteliers, aller chercher les appuis les plus larges possibles un peu partout. Ce qu'elle a besoin, au fond, c'est pas de séduire des régions, hein. C'est de vendre des cartes de membres partout au Québec pour qu'une majorité de membres du parti votent pour elle. Donc, je peux comprendre sa stratégie. Mhm. À l'inverse, M. Drainville, qui, lui, continue à avoir ses assises dans la région, essaie de courtiser les gens de la région de Québec. Olivier, notamment sur la tarification, pas la tarification, mais en fait sur la privatisation du service de transport collectif. C'est une idée de droite qui peut trouver un petit peu d'assises dans la région de Québec, mais sur la capitale nationale surtout. Oui, mais attention, il a rappelé, M. Drainville, que, bon, la Ville de Lévis faisait partie de la capitale nationale. Alors, quand il dit qu'il veut donner des dents au statut de capitale nationale, il prend soin de dire que faut que Lévis en fasse partie. Évidemment, il est député de Lévis. Donc, quand on dit qu'on veut régionaliser, là, en tout cas pas dans le cas de Mme Fréchette, dans le cas de M. Drainville, là, c'est assez clair. Ouais. C'est très, très clair. Et moi, j'ai envie de dire là-dessus que ça va demeurer une question de volonté politique, là. On veut que les rencontres diplomatiques se passent à Québec. Ça n'a pas toujours été le cas sous la CAQ depuis 2018, sous François Legault. Bon, M. Drainville dit ça va changer. Québec va être au centre de tout. Attendons voir. Ben, là-dessus, je vais juste me permettre de dire que cette semaine, on l'avait en entrevue à première heure. Il dit ça n'a pas toujours été respecté. Moi, je vais donner une directive à mes ministres. Ça va se passer à Québec. Mais là, je pose la question, oui, mais d'habitude, quand on ne respecte pas quelque chose dans une loi, il y a des sanctions. Là, il est parti à rire. Alors, moi, là, je me dis, sincèrement, si l'idée, c'était de renforcer l'esprit de cette loi-là, pourquoi ne pas la rouvrir et la réécrire? Ah oui. Plutôt que de dire, moi, je vais taper sur les doigts des gens puis je vais leur rappeler qu'ils doivent la respecter. Oui, mais il n'y a pas de sanction dans la loi, il n'y a pas de conséquences. Ben, à un moment donné, il faut se dire qu'il manque peut-être quelque chose dans la loi. L'idée de M. Drainville, elle se défend. C'est juste qu'il faut comprendre c'est quoi la réelle valeur de la proposition. C'est un appui à cette loi-là, puis on va essayer de la faire respecter. Oui, puis d'ailleurs, ça n'a pas eu tant de résonance que ça au niveau politique ici à Québec, parce que tout le monde a répété un peu la même chose. La loi existe déjà, faites juste l'appliquer, puis on va pouvoir passer à autre chose, évidemment. Merci beaucoup, Alexandre. En fait, c'est déjà tout pour ce tour d'horizon de l'actualité de la région. Je rappelle que notre balado s'est présenté toutes les 2 semaines. Vous le trouverez sur audio, sur la page de Radio-Canada Info et sur YouTube. Messieurs, Alexandre Bellemare, Alexandre Duval et Olivier Lemieux, merci beaucoup de participer à cette table ronde chaque semaine, mais chaque 2 semaines. Pour être plus précis, dans la vie. Je salue Andréane Paré qui coordonne, qui réalise cette émission. Ici Louise Boisvert. On se retrouve bientôt.